Bon, allez, je vois que ça se remplit tranquillement. Je vais commencer un peu à vous donner l'introduction avant qu'on kick-off pour le sujet d'aujourd'hui, qui est insuffler la culture produit dans son entreprise, les 10 erreurs à ne pas faire et donc les 10 choses à faire. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas 10, il y en a 8. Voilà. Je vous le dis direct en introduction. Mais voilà, on a préparé ce webinaire avec Nicolas et Mélanie que je laisserai se présenter dans quelques instants. Et voilà, l'idée, c'est un concentré un peu de conseils pragmatiques et puis d'illustrations basées sur leurs propres expériences pour voilà, réussir ce gros challenge d'insuffler, de nourrir une culture produit dans sa boîte. Et avant du coup qu'on parte, enfin qu'on discute de cette thématique, je voudrais juste vous rappeler un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on organise cet événement. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui nous connaissent, les Maestrix, c'est toutes les semaines, donc je vois pas mal d'habitués dans les participants, mais voilà, ça fait toujours du bien de rappeler un petit peu ce que c'est Maestro. Du coup, Maestro, c'est l'école du product management. On forme des PM, des PO, des product designers. Euh, on a plusieurs formations qui sont toutes basées sur la même pédagogie, c'est d'apprendre par le faire. En fait, on est persuadé, on sait que pour apprendre, pour intégrer des méthodes, pour comprendre des outils, il faut pratiquer. Et du coup, dans tous nos formats, les étudiants, ils ont une première partie de 20% de théorie avec des experts qui leur partagent leur quotidien, un petit peu ce qu'on fait pendant les Maestrix. Et ensuite, 80%, c'est de la pratique sur des études de cas réels. Ça veut dire appliquer à son tour les méthodes, utiliser à son tour les outils et voilà, se confronter à la réalité de ce que c'est que le métier, les métiers du product management. Je vous ai remis les dates de nos prochains batchs. Sur cette slide, si jamais vous êtes intéressé, il y a la formation en product management en temps plein, cette semaine intensive qui commence en fin janvier. Et ensuite, on a celle en temps partiel en cours du soir qui débute le 7 mars. Si vous avez des questions là-dessus, surtout n'hésitez pas, j'ai rajouté mon mail sur la slide. Je vous donne tout de suite nos prochains rendez-vous. Du coup, il y a nos Maestrix qui sont toutes les semaines. On en a un la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas un mardi pour changer, c'est un mercredi parce que c'est un événement en présentiel dans nos locaux parisiens chez Maria Schools. On est juste à côté de Bourse, dans le 2e arrondissement. Et du coup, ça sera la première fois qu'on fera un Maestrix en présentiel. Donc, on est hyper excités de faire enfin ces events en live, en vrai. Et du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la line-up pour voir si vous voulez nous rejoindre. Aussi, sur YouTube, vous avez tous nos replays. Vous aurez le replay de ce webinaire notamment. Et enfin, sur notre site internet, vous avez toutes les infos sur Maestro. Les petites règles d'or de nos Maestrix. Ici, c'est un endroit vraiment pour apprendre. On sait que dans la communauté Maestrix, on a tous les niveaux. On a des personnes qui sont juste intéressées par le product management, mais qui connaissent pas encore bien toutes les thématiques. Et il y a des personnes un peu plus seniors qui sont déjà PM depuis 4-5 ans. Voilà, on a des profils très variés. Il n'y a pas de questions bêtes, évidemment. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est le cas. Donc, n'hésitez pas quand vous avez une question à la mettre dans le chat. Et aussi, je vais vous mettre des sondages dans la fenêtre sondage en haut à droite. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à voter. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat pour qu'on se rende compte un petit peu avec Nicolas et Mélanie de l'auditoire, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, quel poste vous occupez et selon vous, en fait, c'est quoi l'écueil le plus courant dans lequel on tombe quand on met en place une culture produit? C'est quoi en fait l'erreur de base que vous avez pu observer dans vos propres expériences qui pour vous sont absolument à éviter? Comme ça, on va voir si on retrouve déjà un peu des éléments de ce qu'on a préparé avec Nicolas et Mélanie. Je vous laisse mettre ça dans le chat, on laisse une petite minute. Yoni, est-ce que ce sont les mêmes formations que chez Lyon Maria Schools? Alors en fait, Maria Schools, c'est un campus d'école, et dans ce campus d'école, il y a 3 écoles aujourd'hui, dont Maestro et dont Lyon que tu mentionnes dans ton message. Donc Maestro, on a nos propres formations et Lyon, ils ont d'autres formations sur d'autres métiers. Évidemment, si tu as des questions là-dessus et que tu veux en voir un peu plus, n'hésite pas à me contacter après et je t'explique tout. Je te donne plus d'éléments. Alors, entrepreneur en transition entre le consulting et en product management. Pour Yoni, c'est un produit qui n'est pas co-construit avec le client comme accueil. Stéphane, le métier pense savoir ce qui est attendu par le client et donc pense connaître, pense connaître par cœur son produit.
Ok. De Benoît, c'est accepter une stratégie trop vague de la part des stakeholders. Et Emmanuel, ne pas embarquer l'ensemble des équipes transverses et ne pas les sensibiliser. Oui. Trop bien, plein d'éléments sur lesquels on va pouvoir rebondir. Sébastien, ne pas co-construire avec les clients, les utilisateurs et les employés. Ça rejoint un petit peu l'idée de ne pas emmener tout le monde dans la transition. Et Caroline, construire le produit en fonction d'un seul client, avec un focus sur une seule cible. Ok. Bon, bah cool. N'hésitez pas s'il y a des personnes qui veulent rajouter un petit peu leurs avis, mais trop bien. Déjà, on a des petites pistes et on va pouvoir approfondir encore plus ça pendant cette prochaine heure. Mélanie, si tu veux nous dire un petit peu plus sur ton parcours. Bien sûr. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière en tant que consultante et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, donc du conseil en stratégie et innovation digitale, qui m'a en fait permis de mettre un premier pied dans ce qui ne s'appelle pas product management, mais qui était déjà penser de nouveaux produits et services avec le digital dans une démarche centrée utilisateur, qui était un peu le prémisse du product management. Et ensuite, j'ai accompagné un grand groupe de l'immobilier d'entreprise sur cette même thématique. Et là, pour le coup, montant vraiment une activité de product management entre Lyon et Paris. Et puis, il y a 2 ans et demi, j'ai rejoint une belle aventure entrepreneuriale au sein de Commit, où j'ai pris la fonction de CPO, mais cette fois-ci dans une beaucoup plus petite structure, puisqu'on est une quinzaine. Trop cool. Nicolas, si tu peux nous dire un petit peu toi aussi. Ouais, bien sûr. C'est assez drôle. Je pense que j'ai commencé à travailler en même temps que Mélanie. Ça fait une quinzaine d'années l'année prochaine que je serai dans le digital. Et j'ai fait, bah, vous avez vu, toute une partie de ma carrière dans des sociétés de conseil ou des agences, jusqu'à arriver l'année dernière de manière interne chez Splio en tant que Head of Product. En fait, une partie de mon travail chez Splio, c'est d'insuffler la culture produit. Donc, on est bien dans le thème aujourd'hui. Mm. Si ça vous embête pas, j'ai mis, enfin si ça vous embête pas, je suis désolée, je viens d'appuyer sur entrée, j'ai partagé vos LinkedIn dans le chat. Si vous voulez aller regarder un peu plus en détail les parcours de Mélanie et Nicolas. Hop, et j'ai coupé les slides et du coup, on est parti. Est-ce que du coup, dans un premier lieu, on va reposer les bases. C'est quoi une culture produit? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre définition Oui, bien là-dessus? sûr. Je trouve que c'est important, avant qu'on attaque les écueils, qu'on vous donne un peu chacun ce qu'on pense être la culture produit et nos définitions. Et de mon côté, en fait, la culture produit, c'est avant tout un mindset, selon moi, et un mindset qui se caractérise par deux choses, en fait. C'est quelle est la place que tu donnes à la tech dans ton organisation? Est-ce que tu penses que la tech et le produit, hein, c'est un seul pôle pour moi, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que ton organisation pense que c'est un centre de coût ou est-ce que c'est un générateur de valeur? Déjà, ce paradigme-là, il est hyper important. Si ton entreprise, elle pense que ta tech, c'est un centre de coût, tu as quand même un gros problème. Et c'est aussi la façon dont tu vas créer la stratégie dans ton entreprise. Est-ce que tu vas demander à tes équipes de travailler plutôt sur des outputs? Est-ce que tu pourrais me développer le bouton bleu en haut bas à droite, s'il te plaît? Ou est-ce que tu vas leur demander de plutôt travailler sur de l'outcome, c'est-à-dire est-ce que tu vas dire j'ai une problématique de churn, est-ce que tu peux me la résoudre? Ça, c'est, tu vois, donc les deux composantes du mindset principal. Et ça descend sur l'organisation, selon moi, aussi en deux choses. C'est est-ce que tu mets le business avant tes utilisateurs? Est-ce que tu ne vas pas résoudre les problèmes utilisateurs parce que ton business est plus important? Ou est-ce que justement tu veux résoudre des problématiques utilisateurs? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as créé des équipes cross-fonctionnelles au centre de ton organisation? C'est-à-dire, est-ce que tes équipes au centre de ton organisation, ça va être des produits, plus des développeurs, plus des designers, probablement des data et des équipes de product marketing. Bon, voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu as ça au centre de ton organisation? Et tu vois, ces quatre éléments font une culture produit forte. Ok, donc le premier tenant, c'est vraiment l'état d'esprit, la manière de réfléchir et de mettre le focus. Et la deuxième, c'est vraiment organisation entre les parties prenantes. Exactement. Les deux pendant. On avait une petite réaction de Adidjatou, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, qu'elle est étonnée du postulat sur le problème de ne pas embarquer toutes les équipes, parce que pour elle, ça coule de source. Comment ça se fait, du coup, que c'est pas un automatisme? C'est pas un automatisme parce que déjà, il y a différents types de structures, mais je pense qu'avec Mélanie, on a un écueil là-dessus, donc tu vas voir, Ouais. on peut Ok, détailler dans donc le... pas de spoiler.
On va rentrer dans le détail, mais principalement, tu as plusieurs stades de maturité sur une entreprise. Et en fonction de ces stades de maturité, tu vas trouver des choses différentes. Et tu as des entreprises qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui, forcément, bon, bah, du coup, ont muté et n'ont pas retrouvé ça, quoi. Je te le fais en cours, ça va être après ça. Ok. Bon, bah, let's go pour nos 8 écueils, du coup. Alors, peut-être juste avant, je vais peut-être rebondir sur ce qu'avait exactement partagé Nicolas. Je partage complètement cette définition de la culture produit. J'ajouterais peut-être en complément, pour moi, une culture produit, c'est une entreprise qui a vraiment placé le produit au cœur de sa stratégie pour qu'il soit critique dans une optique croisée des chemins entre business, tech et design. Et puis, pour aller encore plus loin, qui évidemment place l'utilisateur au centre avec une démarche UX qui va être éprouvée, à la fois d'un point de vue quanti et quali, mais qui pour autant doit pouvoir adresser ce que j'appellerais les impondérables business. Par exemple, on change de modèle de distribution, on distribue en direct, on passe à un modèle de distribution indirect, ça doit pouvoir être pris en compte en parallèle ou avec le bon curseur avec ce qu'on cherche à résoudre en termes de problèmes utilisateurs. Et puis, c'est également une entreprise où les différentes parties prenantes, ensemble, elles vont travailler à délivrer ce produit en ayant en tête que les utilisateurs doivent l'adorer. Et en termes d'orga, pour moi, c'est assez proche de ce qu'on va retrouver dans l'agile, c'est le faire de manière collaborative, incrémentale et itérative. Et du coup, je rejoins complètement le postulat de Nicolas que c'est avant tout une question de mindset. Et là-dessus, je dirais que pour moi, ça doit s'inscrire dans un environnement qui va vraiment faire en sorte de faire émerger une intelligence collective, on réfléchit mieux à plusieurs, qui va encourager l'agilité et l'ouverture d'esprit. Ok, super, merci. Excuse-moi, j'ai voulu attaquer trop vite les écueils. Oui, on a une question d'Emmanuel. Je pense qu'Emmanuel, on va y revenir un peu plus tard, si ça te va. Ça va être dans l'écueil numéro 2. Ouais. Mais on démarre par le 1. Si tu veux nous présenter un petit peu de quoi il s'agit, le premier point le plus important, Nicolas, sachant qu'ils ne sont pas tous classés évidemment par ordre d'importance, ils sont tous à considérer, mais let's go pour le 1. Et celui-là, vous allez voir, je pense que pour ceux qui débutent dans le product management, vous le reconnaîtrez peut-être pas tout de suite, mais pour ceux qui y sont depuis quelques années, vous allez le reconnaître, c'est pas seulement celui de la culture produit, c'est celui du product management dans son entièreté. En fait, l'écueil numéro 1 que nous, on a identifié, c'est vraiment de délaisser le discovery au profit du delivery. C'est-à-dire que, si je le traduis en langage du quotidien, c'est tu t'arrêtes pas pour observer, tu fonces et tu délivres et tu agis. Et en fait, grosso modo, pourquoi c'est un écueil? Parce qu'en fait, le product management, c'est avant tout de savoir prendre un pas de recul et de regarder ce qu'on veut délivrer pour réduire le risque de délivrer des choses qui ne servent à rien. Et du coup, en fait, le but du jeu, de notre métier, c'est de ne pas se focuser d'abord sur la solution, c'est de se focuser sur le problème. Et c'est tout le temps, c'est l'écueil de beaucoup de product managers qui sont juniors, ils foncent dans la solution parce qu'ils veulent faire leurs preuves, etc. Mais ils ne prennent pas un temps de recul pour se dire, mais est-ce que déjà c'était un problème pour nos utilisateurs? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que j'ai des indicateurs qui me le prouvent, etc., etc. Et en fait, dans notre métier, il y a ces deux thématiques qui sont le discovery et le delivery généralement. Et en fait, dans beaucoup d'organisations, la première est inexistante ou inconnue. Inconnue, c'est moins problématique, puisqu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu connais, tu n'en fais pas, ça, c'est une vraie problématique pour nous. Et je te donne un exemple très concret d'application de ça et pourquoi, pour nous, c'est important. Moi, une partie de mon travail chez Espio, donc on est une scale-up B2B SaaS, donc on crée un produit numérique. Et une partie de mon travail, du coup, c'est de recruter, forcément. Et dans le recrutement, je crois qu'on a une petite question là-dessus à la fin sur mes questions fétiches, des trucs comme ça, mais une partie de mon process de recrutement, c'est de faire une étude de cas. Et dans cette étude de cas, tu te dirais que moi, ce que je vais chercher, c'est tes compétences, est-ce que je connais Scrum, machin, etc. Est-ce que j'ai travaillé avec des devs pour délivrer au quotidien itérativement? Donc, 90% de ce que j'évalue sur mon recrutement, c'est le discovery. Et donc, ta capacité à réfléchir, ta capacité à analyser, à comprendre, et avant d'agir. Voilà, donc, en étude de cas, oui, toujours être focus problème, expliquer qu'on a compris et étudié la problématique avant même de proposer une solution et gros tips pour les entretiens, du coup, les études de cas.
Exactement. Et ça se traduit du coup, peut-être en termes de méthodo, par bien dérouler une étape de user research quand on cherche à adresser une problématique utilisateur. Parce que, encore une fois, c'est souvent délaissé, on n'a pas forcément envie de mettre du budget dedans, mais pour autant, si on ne le fait pas, on le paiera plus tard. Donc, autant investir au départ, passer suffisamment de temps à bien comprendre qui a le problème, comment est le problème, et à quel besoin on doit répondre avant de se précipiter dans la solution. Et du coup, en termes d'illustration, donc moi je suis dans une startup aujourd'hui qui est aussi un produit numérique en B2B. Et du coup, ce qu'on fait, au-delà de faire des phases de user research quand on adresse une grosse nouvelle problématique, c'est qu'une fois par trimestre, on va regrouper toute notre boîte, plus plusieurs clients un peu clés, et tous ensemble, de manière assez décorrélée de la roadmap du backlog, on va réfléchir à comment améliorer l'expérience qu'on délivre à notre utilisateur final. Et ça nous fait beaucoup de bien, cette prise de recul une fois par trimestre, pour finalement avoir des regards un peu croisés sur comment se déroule l'expérience au global, de nouvelles idées, et puis ça vient alimenter toute notre stratégie produit. Et ça aussi, c'est un premier petit tips sur ce qu'on a beaucoup vu dans le chat, comment on embarque tous les collaborateurs. Bah, ça, par exemple, c'est quelque chose d'actionnable pour permettre à tout le monde de comprendre les enjeux produits dans la boîte. On a une question de Yoni. Est-ce que du coup, les user research peuvent se faire tout au long du life cycle du produit? C'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles doivent. Ouais. C'est que le continuous discovery, c'est ce qui fait que tu as une machine à créer des produits efficaces, en fait. Et après, tu peux te dire que tu le fais de différentes manières. Soit tu as un product designer qui va t'apporter beaucoup parce qu'il va prendre le temps d'aller discuter très souvent avec des clients et de faire ses user research, ou chacun de tes product managers le fait en parallèle du reste de son delivery et de ses gros sujets. Et j'en profite juste avant qu'on passe à l'écueil numéro 2. Je vous mets dans le chat le lien vers un article qui a été écrit par Céline, qui est dans l'assemblée, dans les participants, il me semble, sur les 3 étapes incontournables pour une product discovery réussie. C'est une étude de cas. Donc la méthode peut potentiellement vous aider pour organiser vos études de cas pendant les processus d'entretien. Voilà. Une petite ressource en plus. Est-ce qu'on n'attaquerait pas sur l'écueil numéro 2 ? Ben, allons-y. Du coup, l'écueil numéro 2 qu'on a identifié, qui est pas facile et qu'on retrouve souvent, c'est le fameux sujet de la roadmap, donner de la visibilité, notamment dans les grands groupes, où on va absolument savoir à quoi ressemblera le produit dans 2 à 3 ans. Et du coup, l'écueil, c'est de se sentir forcé de s'engager sur une roadmap à 24 mois. Du coup, évidemment, ne pas la délivrer. Et peut-être perdre un peu en crédibilité. Et du coup, là, je vais peut-être plus parler du contexte grand groupe parce que je pense que c'est plus facile dans une plus petite structure de ne pas aller sur ce sujet, d'absolument donner de la visibilité à long terme. Mais parfois, dans un grand groupe, il n'y a pas le choix parce qu'il y a ce qu'on appelle budgeting process qui font sur 1 an et qu'on prépare 1 an avant. Et du coup, pour pouvoir valider ça, il faut une roadmap. Donc, on va peut-être être obligé de donner de la visibilité, mais dans ce cas-là, plutôt que d'essayer de penser une roadmap à 24 mois où chaque mois, on a mis exactement les fonctionnalités qu'on allait délivrer, parce que ça, en vrai, c'est pas possible, ça marche pas. C'est déjà raccourcir l'échelle de temps à 12 mois, et c'est pas parler en mois, mais c'est parler en now, maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je délivre, et après, then, le reste du temps, qu'est-ce que normalement je devrais délivrer juste après. Comme ça donne de la visibilité sur les priorités qu'on adresse tout de suite et celles qu'on va adresser juste après dans une échelle d'1 an, sans pour autant s'engager à un timing au mois par mois. Complètement. Et je pense aussi, pour rajouter quelque chose, c'est que sur cette roadmap, cette fameuse roadmap, déjà, il faut un peu essayer de faire évoluer les mentalités. Et moi, par exemple, je le fais beaucoup au quotidien, c'est de déplacer le curseur de « je vais avoir une feature dans 12 mois », ce qui est impossible à prédire parce que le monde, il est imprédictible et que ton cerveau humain, il n'est pas capable de le faire de manière tangible. Et si tu es capable de le faire, tu t'appelles Miroska et c'est très bien. Sinon, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de le faire.
Et à chaque fois qu'on a essayé de le faire, j'ai fait beaucoup de projets avant le produit, ça a foiré, hein. Et donc, du coup, de déplacer ce curseur sur plutôt de dire on veut tacler une problématique et on se donne les moyens d'aller le faire sur le deuxième quarter. Et c'est vrai que t'engager au-delà de 3 mois sur des features, c'est très dur. Et c'est pour ça qu'on travaille à le faire. Mais de le faire au-delà de ça, c'est très, très dur. Et donc, du coup, c'est plutôt se dire sur cette année, on aimerait résoudre ce problème, ce problème, mais je ne te donne pas encore les solutions parce que je ne les connais pas déjà et que je vais aller les trouver. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais mettre tous les moyens que j'ai à disposition pour régler ces problématiques-là cette année. Mais par contre, je ne te dirai pas que le bouton il va être bleu. C'est plutôt ça. Donc, du coup, il faut travailler avec ton COMEX, ton CODIR, etc., pour leur déplacer cette idée et ensuite avec tes équipes business pour leur expliquer tout ça. Et on a une question par rapport à ça de Emmanuel, qui, je le sens, enfin, c'est plus une question pour un peu les grands groupes. Comment aligner une roadmap flexible et des besoins de budgétisation fixes? Ouais, c'est une très très bonne question. Je pense que Mélanie va te donner une bonne réponse parce qu'elle a une bonne vision de ce qu'on fait dans les grands groupes. Et moi, de mon côté, en fait, les budgets sont capacitaires. Donc, tu te dis que tu vas engager tant de personnes dans tes équipes, tant de développeurs plus product, et ils vont être capables de délivrer quelque chose de fixe. Et ensuite, c'est ce que tu vas rentrer là-dedans qui va être mouvant. Mais ton budget, il va être capacitaire. C'est un peu la même chose en fait en grand groupe, hein. Une fois que, après c'est compliqué quand il y a vraiment zéro maturité produit, mais c'est là où il faut prendre son bâton de pèlerin et quand même évangéliser. Et une fois que c'est fait, ça peut être justement de dire, comme tu le disais Nicolas, voilà les grandes problématiques auxquelles on va devoir s'adresser. À date, on a telle équipe, donc ça représente à peu près tel budget. Et puis on se dit qu'on va tenir l'ardent pour les 6 premiers mois, mais en milieu d'année, souvent, il y a des budget reviews. Il se peut que, parce que la problématique était plus grosse que ce qu'on avait imaginé ou un peu moins grosse, on doive réévaluer, souvent à la hausse, pour vraiment aller couvrir toutes les problématiques prioritaires pour l'année. Et alors, comment dire, c'est pas forcément une réponse très très précise, mais en gros, ça passe quand même d'abord, malheureusement, par de l'évangélisation avant de pouvoir être à ce stade où finalement on dit on a une équipe qui va attaquer telle problématique et on y va sur les 6 prochains mois, mais il faudra peut-être quand même en milieu d'année faire un stop, voir où on en est et revoir ce fameux budget. Et quand on a réussi à évangéliser et à faire comprendre que c'était extrêmement compliqué d'avoir une vision fixe à 12 mois, parfois on a cette latitude de pouvoir finalement faire une revue à mi-année. Et par rapport à ces deadlines, on a une question sur la durée pour donner de la visibilité qui est idéale selon vous, ou alors peut-être celle que vous appliquez dans vos entreprises. Sébastien dit 6 semaines, 3 mois, plus? Nous, de mon côté, on fait un quarter. Donc, on prépare des quarters un mois à l'avance environ. Et on donne de la visibilité au quarter sur chaque quarter. Et chez Commit, c'est pareil, on fonctionne au quarter. Ok. Ça marche souvent avec les OKR. Ouais. Dans les scale-up et les startups, on utilise souvent cette méthode-là sur l'engagement. On fait souvent cette time frame-là. Quarter égale safe. Tu veux dire sûreté, Emmanuel, c'est ça? Non, safe, c'est une méthode, c'est une méthode qu'on peut utiliser, un framework de travail. Non, c'est pas particulièrement lié à safe. Quarter, c'est parce que tu as plusieurs méthodes qui te le disent. En général, quand tu fais des OKR, c'est aussi ça qui te propose de faire. Donc, c'est 3 mois. Ok, top. Du coup, l'écueil numéro 3, c'est de garder le fil. Yes. Quelle heure il est? 12h25. Ouais, ça va, on est bien. On va aller vite sur les 2 autres d'après. Non, en plus, l'écueil numéro 3 est hyper important parce qu'il est hyper structurant dans notre travail. C'est vraiment te dire que tu ne vas pas t'attaquer à des silos et aux silos de ton entreprise. Et si tu te dis que tu ne vas pas t'attaquer aux silos, tu ne vas pas avoir une bonne culture produit. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est vraiment d'être capable de communiquer et de créer une communication qui va être efficace entre tes différentes équipes et bien sûr placer ton équipe produit au centre, mais ça, on va y revenir. Et en fait, être capable de les aligner, tes équipes. Et en fait, si tu as des silos entre tes équipes, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Et en fait, si ton équipe sales ne parle pas à ton équipe customer success, qui ne parle elle-même pas à ton équipe produit, tu es sûr de ne pas réussir du tout.
Et en fait, par exemple, moi, quand je suis arrivé chez Splio, donc c'était il y a 2 ans, moi je suis arrivé en tant que consultant TIGA d'abord, et puis après, finalement, j'ai fini par y rester. Une de mes principales problématiques, c'était de créer ce lien entre les différentes équipes. Et pour faire ça, moi, j'ai commencé par tout simplement un lien humain à créer qui était je vais aller descendre d'un étage, parce qu'on était sur 2 étages différents, ça n'aidait pas à réconcilier le business et le reste. Et je vais aller discuter avec les gens. Je vais prendre du temps tous les matins pour aller discuter avec toutes les entités, etc. Ça, c'était le premier truc que j'ai créé, plutôt un lien humain qui est hyper important. Et ensuite, j'ai créé des canaux de communication directe entre nos différentes équipes. Donc, nous, c'est Teams ou Slack, je crois qu'on a les deux. Mais sur Teams, en tout cas, il y a un channel pour chaque équipe. Donc, Product plus CSM, Product plus Sales, pour qu'ils nous remontent de manière constante leurs feedbacks et leurs questions et qu'on discute. Et c'était hyper important de créer ce lien. Et ensuite, l'étape suivante, on a mis un outil en place pour que tout le feedback soit centralisé. Sans faire de pub, ça s'appelle Harvester. C'est une start-up française, alors j'en fais un peu quand même. Et ça leur permet de tous remonter de l'information, d'aller en chercher, de la regarder et d'avoir vraiment quelque chose d'aligné et de centralisé au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, ça permet à tout le monde de communiquer, quoi. Et du coup, pour compléter, donc de notre côté chez Commit, de manière assez transparente, en fait, le backlog de priorité produit est accessible à tous dans Visual Studio. Et puis, on explique à tout le monde comment ça marchait. Une fois par mois, on prend le temps de faire une démo des toutes dernières features à l'ensemble de l'équipe et de dire sur quoi on va travailler le prochain mois. Et du coup, au-delà de ça, l'équipe produit est là tous les lundis et mardis, physiquement dans les bureaux, et s'assoit très concrètement à côté des personnes plus sales marketing, voilà, pour qu'il y ait de l'échange un peu informel qui se fasse, que quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un de sales a une question produit, elle puisse la poser directement sans passer par le mail, et que la personne en face puisse lui répondre en temps réel, et puis peut-être puisse aller un petit peu plus loin dans l'échange. Moi, je crois beaucoup que, notamment dans les petites structures, ça commence d'abord par ne pas avoir de silo, par être assis les uns à côté des autres, s'intéresser à ce que font les autres et avoir des échanges informels. Et je pense que c'est un truc tout simple pour faire en sorte qu'il y ait du lien qui se crée entre les différentes fonctions et que du coup, il n'y ait pas de silo entre sales, marketing et produit. Complètement. Donc, beaucoup de liens informels, quelques rituels avec le partage de la roadmap, avec un peu des commentaires et de la transparence sur les objectifs produits, et des outils comme Harvester, si je prononce bien, pour centraliser les feedbacks. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. N'y a-t-il pas dans des silos une notion de verticalité plutôt que transverse? C'est-à-dire que chaque équipe travaille pour elle seule? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Ça dépend de ton... Mais on va y revenir sur ta direction et tes sponsors, mais ça dépend de la façon dont tu fixes tes objectifs dans ton entreprise et que tu fais travailler les gens ensemble ou les gens contre les uns les autres, quoi. Mais bon, pro tips, vaut mieux les faire travailler sur un objectif commun. Et il y a Yoni là-dessus qui rebondit en demandant comment on peut gérer des potentiels conflits entre les équipes qui n'arrivent peut-être pas à échanger ou qui entrent en contradiction. Je pense que ça revient à un bon exemple. ça revient au fait de fixer des objectifs communs. Parce que si, je sais pas, je reprends parce que c'est un exemple concret, chez Commit, passer d'un modèle de distribution direct à indirect, tout le monde a le même, quoi. Il faut qu'on marche dans le même sens pour pouvoir distribuer en indirect. Donc, normalement, quand on a dit ça, avec des chiffres en face, donc quand on a dit ça, normalement, tout le monde marche dans le même sens. Et il n'y a pas de conflit à avoir entre les différentes fonctions. Après, c'est vrai qu'assez naturellement, la personne sales qui a eu un rendez-vous prospect qui lui a dit c'est pas mal vos trucs, mais j'adorerais avoir un bouton orange. Et il revient et dit ce serait super qu'on ait un bouton orange. Non, c'est pas possible, ça va pas dans la boîte. Mais si, je t'assure. Là, c'est toujours pour moi revenir aux objectifs et puis aussi à l'utilisateur final. C'est de dire ok, ton client là t'a demandé ça, mais est-ce que ça va vraiment servir nos personas? Et du coup, chez Commit, on a pris quand même pas mal de temps pour
partager ce travail de persona qu'on avait fait avec les équipes sales et marketing qui maintenant les ont bien en tête. Et souvent, quand il y a un conflit qui émerge parce que ça tourne autour de il faudrait développer ça parce que le prospect l'a demandé, c'est OK, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins des personas qu'on a définis, aux problématiques qui sont prioritaires pour nous en ce moment? Donc, c'est revenir aux objectifs, revenir aux besoins de l'utilisateur final. C'est essentiellement ça. Ouais. Complètement. Et puis, ce que tu as dit aussi sur l'informel. Les gens qui s'entendent bien, généralement, aussi. Ils s'engueulent moins aussi. Exactement. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. On a des questions par rapport aux OKR. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour la définition des OKR? Bon, c'est un exercice très difficile que expliquer en 2 minutes, ça va être compliqué. C'est vrai qu'il faudrait peut-être refaire un juste pour ça. Je veux bien, mais je pense qu'on va y passer du temps. Bon, peut-être, Sébastien, on approfondira là-dessus, mais... Si tu veux, en 2 mots, c'est que ça ne s'improvise pas et c'est basé sur beaucoup d'insights et de collection de choses et de compilation de choses et que du coup, c'est un exercice qui se prépare un peu à l'avance et ça demande beaucoup de préparation pour les réussir. Et Christophe, pour répondre un peu à ta question, ce qui était un peu une affirmation, OKR et KPI, ça permet effectivement un bon alignement. Comme le disait Mélanie, s'aligner sur les objectifs, ça permet que tout le monde aille vers le même but. Malika qui a posté une question tout à l'heure et qui la remet, je vais la lire. Je travaille sur un produit B2B. Mes utilisateurs sont sur plusieurs filières, ce qui est important sur son produit. Quel conseil voyez-vous pour assurer qu'une demande donnée remontée par un utilisateur peut concerner un nombre significatif d'utilisateurs pour définir la priorité du sujet? C'est un peu une question de priorisation. Est-ce que vous avez potentiellement une réponse, des petits conseils là-dessus? Après, bon, c'est... Oui. Ouais, non, mais carrément. En plus, on est tous les deux sur des SaaS B2B, donc si tu veux, normalement, on connaît un petit peu la problématique. Mais moi, en fait, c'est ce que tu as dit, c'est un peu ton système de priorisation et c'est aussi le rendre transparent. Et il faut te dire que tu n'adresseras jamais toutes les demandes de tous tes utilisateurs. C'est impossible. Tu veux pas sinon, tu as un accordéon à la fin comme produit. Un truc très multicolore, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas possible d'adresser toutes les demandes de tous les utilisateurs. Et donc, il faut juste te dire de quelle façon je vais pouvoir créer un système de priorisation qui adresse 80% des besoins et laisse 20% des autres de l'autre côté. Et après, pour ça, il y a des outils, de la collecte, des frameworks de priorisation, du partage, etc. Ok. Est-ce qu'on ne passerait pas à l'écueil numéro 4 ? Oui, alors, autre écueil qu'on a identifié, c'est trouver le bon curseur dans la place de la tech. Entre, finalement, ça prend trop de place versus le business ou le design, ou alors ça en prend pas assez. Et là, dans une plus petite structure, le conseil que je donnerais, c'est veiller à ce que, les personnes un peu clés ou les décisionnaires, qu'il y ait bien 3 profils qui soient représentés. Donc, un profil évidemment business au sens bizdev, sales, un profil effectivement tech, et ça peut être large, tech produit, et un profil ops. Et normalement, quand dans un comité de direction, quand dans les associés fondateurs, on a ces 3 profils, naturellement, on trouve le bon curseur pour la place de la tech. Ok. J'ai une coupure. Moi, j'ai pas entendu, mais si tout le monde a entendu, on est bon. J'ai raté un morceau de la promesse. Ok. Super. Il y a Christophe qui demande qu'est-ce que tu appelles un profil Ops? Alors, Ops, opération. C'est la personne qui va faire toute la partie gouvernance, process, pilotage de la performance. Voilà, le côté opération. Ok. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à ajouter sur ce curseur avec la tech, Nicolas? Non, en fait, je trouve que c'était très complet et j'ai pas grand-chose à rajouter. Le seul écueil que moi je vois aussi, c'est que tes équipes plutôt business, etc., n'est pas du tout la culture tech. Et quand tu crées un produit numérique et un produit digital, c'est hyper important qu'ils aient un minimum se toucher aussi. Donc c'est là qu'on disait qu'il faut placer un curseur, tu vois. Entre une startup qui démarre 100% full techos et une boîte où tu n'as personne à part l'équipe produit et tech qui est tech,
qu'il y a une vraie problématique. Donc, il y a aussi, c'est un peu ça, il faut arriver à distiller le truc de manière assez subtile pour que ça marche bien entre les deux et que tout le monde se comprenne. Donc, c'est un travail d'équilibriste qui est très dur, mais c'est ce qui crée une culture forte. Et alors, Yoni qui demande, c'est l'équipe produit qui est composée de ces 3 profils dont tu parles. Mais alors non, du coup, c'est les fondateurs de l'entreprise, les précurseurs. Enfin, c'est ça que tu disais, Mélanie. Oui, exactement. Okay. C'est les personnes à l'origine, par exemple, d'une startup. Je vous envoie par rapport à ça un Maestrix qu'on a fait avec une des cofondatrices de Pachamama, qui nous donne un peu la grille de lecture pour comprendre une culture produit avant d'intégrer une entreprise. Donc, pendant vos processus d'entretien, quelles questions vous pouvez poser pour comprendre justement s'il y a ces rôles dans l'entreprise que vous allez rejoindre, pour comprendre quelle est la place de la tech sur le produit, et pour voir si, la maturité en fait de la culture produit de l'entreprise. Donc voilà, il y a Charlotte qui nous a donné une grille de lecture avec 4 schémas qu'on peut retrouver pour classer un petit peu les boîtes. Et puis après, une liste un peu des tips de questions pour vos processus. Donc potentiellement, ça peut vous aider pour mieux comprendre dans quelle boîte vous vous engagez. Et puis même a posteriori, pour faire un peu une évaluation de là où vous êtes actuellement. Je confirme, Charlotte, elle est très bien, c'est elle qui m'aide à trouver les product managers de Splio. On ne peut que recommander. Ouais, on travaille beaucoup avec elle chez Maestro, avec Charlotte et Marion, les fondatrices de Pachamama. Et ouais, c'est top, plein de ressources. On a d'ailleurs un prochain Maestrix organisé dans 4 semaines, dont je vous transmettrai le lien si vous êtes intéressé pour rejoindre. Ok, top. Pour le curseur numéro 4, on est à 37 minutes. Ça va le faire. Passons au 5e. C'est pas le plus petit, c'est dommage. Non, mais je vais essayer de le dire. L'écueil numéro 5, c'est de se dire que faire du produit, ça sous-entend être agile, ça sous-entend de ne pas faire de documentation et pas de process. Et ça, c'est une aberration. C'est pas parce que tu fais du product management que tu dois pas être processé et organisé et que tu dois pas structurer quelque chose. Et du coup, l'un n'est pas du tout incompatible avec l'autre. Et c'est hyper important de faire une démarche très structurée. Je vous donne un exemple très concret. Chez Splio, quand on crée la product stratégie de l'année, on compile 1 an d'insight, de discovery, d'interview avec des utilisateurs, d'interview avec des sales, des CSM, enfin toute la boîte. On compile tout. Ça fait un énorme fichier, hein, on ne peut pas se le dire. Et on tire la substantifique moelle qui va créer les grandes thématiques moi, en l'occurrence de ma ligne de produit, pour créer cette stratégie. Donc, tu vois, en fait, c'est une démarche qui est extrêmement structurée. Et c'est souvent un écueil du produit, c'est comment je crée de la documentation, etc., que nous-mêmes, on éprouve. Hein. Moi, chez Splio, on a des problèmes, on essaie d'aller au-devant de ça, mais on les connaît. Et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'il faut délaisser. C'est hyper important de garder ça en tête. Je rejoins complètement. Et du coup, je trouve que ce sera très complet, donc je ne vais pas forcément réagir sur le contenu, mais peut-être donner un exemple de ce qu'on fait, nous, pour adresser ce sujet chez Commit, qui est encore une fois une petite structure. C'est que finalement, avant, on avait tendance à, d'un point de vue assez micro, documenter les nouvelles features uniquement dans les tickets de Visual Studio. Et du coup, 1 an plus tard, c'était vachement compliqué d'aller retrouver le cadrage d'une feature en particulier. Et du coup, depuis peu, on a mis en place une doc fonctionnelle, hein, quand même, finalement, un gros Word où on s'attache vraiment à cadrer les features, à mettre les règles de gestion qui vont avec et auxquelles vont se référer les tickets. Donc ça, c'est vraiment pratico-pratique. Exemple, petite structure. Et exemple, grand groupe. Alors là, c'est beaucoup plus macro. Je pense que dans cette même thématique, il faut vraiment pouvoir s'adresser assez vite au sujet de la data, de l'architecture data et de la gouvernance de la data. Parce que finalement, dans un grand groupe qui a un gros legacy, si on veut innover, penser de nouveaux super produits, mais qu'on a une data dégueulasse et pas du tout de gouvernance de cette donnée, ça va vachement nous ralentir dans le développement de produits innovants. Donc, dans un beaucoup plus grand groupe, c'est important de pouvoir s'attaquer à ce sujet assez vite et à l'avoir en toile de fond. Ok, du coup, par rapport à ça, pour les outils, framework et guidelines, c'est une question d'Alice. Qu'est-ce que vous
qu'est-ce que vous recommandez, pardon. Pour les outils, du coup, Mélanie, là, vous êtes sur un gros Word, tu disais, pour Commit. Bah, ouais, on a un Visual Studio en fait qui nous permet de gérer notre backlog et puis le delivery. Ok. Et puis effectivement, on a mis ça à côté en place, voilà. D'accord. Mais notre outil, c'est plutôt VS, Visual Studio. D'accord. La question d'Alice est hyper intéressante d'ailleurs. J'ai répondu à une question dessus sur moi, enfin chez Splio, comment on le fait. J'ai répondu par les outils. Mais la vraie réponse, Alice, c'est pas tant les outils que tu vas utiliser que la question que tu vas te poser. Et en fait, c'est cette documentation, elle va être à destination de qui, pour faire quoi, et qu'est-ce que tu vas vouloir faire passer comme message. Et c'est ça les questions importantes que tu vas devoir te poser pour créer une documentation efficace. C'est, tu vas avoir généralement 2-3 use cases, mais tu vas avoir de la documentation pour tes équipes tech et produits à partager pour construire. Tu vas avoir de la documentation que tu veux partager au reste de l'entreprise pour transmettre de la connaissance. Et puis tu vas avoir de la documentation que tu vas partager au reste du monde. Et en fait, sur ces 3 thématiques-là, tu dois les adresser de manière un peu différente, possiblement avec le même outil, mais avec probablement plutôt avec des outils différents. Nous, la documentation externe, c'est un gros Zendesk, et la documentation interne, c'est un mix entre Notion et autre chose. Mais en fait, c'est vraiment plus que les outils, la question que tu vas te poser sur comment tu vas la créer et comment tu vas aller l'adresser. Et ça va être hyper important et structurant. Et nous, par exemple, sur Notion, c'est une documentation complètement ouverte à toute l'entreprise, sur tous les process produits, etc. Donc c'était moi, quand je l'ai mis en place, la vraie question que j'avais, c'était je veux créer une transparence totale dans l'entreprise sur l'ensemble de mes process. Et on a une très bonne question de Caroline là-dessus. Qui est en charge de faire cette documentation? C'est quel profil, quel poste? Bon, ça dépend comment tu as structuré ton entreprise, mais c'est sûr que le product management fait beaucoup. C'est pour lui. Non, bah, pas que. Donc, on a une entité académie aussi au sein de l'entreprise qui écrit beaucoup de documentation. Ok. Et on a une question de Malika. Les devs ne sont pas toujours OK pour avoir un lien vers un doc. Est-ce que J'étais en train d'y répondre en fait. Ah, d'accord. En disant que à date, nous, on copie-colle ce qu'il y a du gros doc vers le ticket. Je ne sais pas si c'est la solution idéale, ça change au fur et à mesure, mais comme on vient de mettre ça en place, pour le moment, on fonctionne comme ça. Ok. C'est un effort aussi. Parce que bon, cliquer sur un lien quand même, quoi. Mais je comprends parce que j'ai eu la remarque des devs, donc je comprends tout à fait la question. Génial. Du coup, on peut enchaîner sur l'écueil suivant, le numéro 6. Oui, tout à fait, qui est autour de tenter d'imposer une culture unique pour la même pour tout le monde, sans tenir compte de l'identité de l'entreprise. Et en fait, ce qu'on voulait dire par là, c'est finalement suivre les préceptes du product management à la lettre, ou suivant tel livre, ça ne fonctionne pas. Et je fais le parallèle avec l'agile, je pense que c'est la même chose. En fait, c'est impossible de mettre en place une culture et une orga en suivant stricto sensu les bonnes pratiques des gens très avancés sur le sujet ou de bouquins. Il faut vraiment comprendre dans quel environnement on arrive, quelle est la culture au sens large de l'entreprise, et même, je dirais, quelles sont les pratiques relationnelles avant de voir ce qui pourrait bien fonctionner en termes de culture produit. Et très concrètement, ça veut dire que en passant d'une entreprise A à une entreprise B, on ne va pas mettre en place exactement la même organisation produit. Et puis, pour aller un cran plus loin, c'est du coup d'abord prendre le temps de l'observation, encore une fois, pour comprendre quelle est la culture de cette entreprise, avant de proposer une orga produit. Et puis, de toute façon, c'est la faire évoluer en continu, quoi. Yes, complètement. Mais je ne vais pas rajouter grand-chose parce que c'était hyper complet. L'exemple, c'est que moi, quand je suis arrivé du coup dans mon entreprise, la CEO m'avait donné le mandat de développer un peu cette culture produit, la porter et mettre les briques qui allaient amorcer le scale. Et en fait, je me suis juste pas lancé avec mon bouquin de Marty Kagan en me disant j'y vais. J'ai pris le temps de 2 mois d'observation, de discussion pour comprendre l'ADN, les comportements, les process et regarder qu'est-ce qu'on pourrait apporter pour améliorer ça. En fait, il faut juste prendre le temps de l'observation et pas foncer tête baissée. Et la transposition marche quasiment jamais. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, de compréhension
et d'actes derrière. Et là-dessus, justement, c'est un peu pour répondre à vos questions, Alice et Malika, dans le chat. On a fait un webinaire avec Estelle, qui est première PM de son entreprise. Et en fait, elle nous a donné vraiment sa to-do de avant les premières semaines et au bout de 2, 3 mois, un peu plus de 3 mois dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a mis en place justement pour faire ça. Et dans sa to-do, à son arrivée, les 2 premières semaines, elle n'a pas touché au produit. Elle s'est positionnée en observatrice. Elle a pas démarré directement à mettre des choses en place. Elle a d'abord observé. Et seulement au bout des 2 semaines, elle a commencé à donner des recommandations et des choses comme ça. Bien sûr, je vous envoie le lien vers le Maestrix dans le chat pour que vous puissiez aller voir. Mais ça, voilà, c'est une to-do, c'est des manières très concrètes dès le début de se positionner en observateur pour voilà faire ce que vous avez mentionné, s'imprégner de la culture existante et pas vouloir tout changer sans connaître déjà les bases sur lesquelles on veut construire. Numéro 7 ? Yes. Allez, numéro 7, 13 minutes, on est bien. Numéro 7, c'est Soft Skill Matters, c'est-à-dire, en fait, les soft skills, c'est hyper important dans le product management, et un des plus importants, c'est la remise en question. Et donc, du coup, l'écueil qui va avec, c'est ne pas se remettre en question. Et du coup, dans le product management, un des trucs les plus importants, c'est ce qu'on appelle la culture du feedback. C'est d'être capable de prendre des critiques constructives, c'est mieux, hein. Mais pas constructives aussi, il faut savoir. Non, mais il faut savoir accepter qu'on peut se tromper. Et en fait, c'est vraiment là la différence de mindset que tu vas trouver avec des entreprises qui n'ont pas de culture produit, c'est ça. Et du coup, je prends une critique et j'accepte de me tromper. Moi, je te donne un exemple concret. Ma boîte, elle a travaillé pendant des années sur un produit, et on a décidé de le tuer parce qu'il ne marchait pas. Et là, encore plus récemment, on a fait la même chose. On a tenté de lancer un produit. Les retours utilisateurs n'étaient pas ceux qu'on attendait. On n'a pas réussi à aller au bout du truc. Et on a décidé de le tuer. On a accepté de se tromper. Et le plus important dans ça, c'est pas tant de se tromper, d'accepter de se tromper, c'est aussi d'apprendre de cette erreur. Et c'est l'apprentissage qui a le plus de valeur dans ce que tu vas trouver. Donc, en fait, le plus important à garder en tête, c'est toujours avoir cette posture de je prends du feedback, je le comprends et je l'accepte. Et puis, j'apprends de mes erreurs pour ne pas les reproduire de préférence. Nous, on dit souvent chez Maestro qu'un bon product manager, il faut pas avoir d'ego. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il faut se ratatiner et pas avoir confiance en ce qu'on fait et ce qu'on produit et sa force de proposition, mais ça veut dire que quand on prend des feedbacks, voilà, on les prend avec ouverture d'esprit et on construit dessus et on s'améliore et on se remet en question. Je partage complètement cette posture, donc je vais pas forcément rebondir dessus. Peut-être juste pour donner un exemple concret, justement pour garder cette ouverture d'esprit et ce côté humble, ce qu'on a fait chez Commit, c'est vraiment institutionnaliser une veille. C'est-à-dire que chaque lundi, on a une réunion d'équipe et chaque lundi, à tour de rôle, on demande à quelqu'un de partager un exemple de produit, de service ou une donnée marché qu'il a trouvé particulièrement intéressante et qui peut être intéressant pour d'autres produits, quoi. Avec cette idée de se forcer finalement à sortir la tête du guidon et à regarder ce qui se passe ailleurs. Trop bien. On avait, je vous rajoute encore un contenu qu'on a chez Maestro. On a fait un webinaire avec Alex Dev, un product manager directeur chez Facebook, qui nous a donné les 10 choses qu'il aurait aimé savoir au tout début de sa carrière dans le product. Et justement, ça fait partie d'une des notions qui pour lui est hyper importante. C'est être la personne la plus critique. Quand on lance une nouvelle feature, quand on travaille sur quelque chose de nouveau, c'est se dire, comme dit Mélanie, qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, toutes ces notions importantes. Il y a Yoni qui demande par rapport à... Pardon. Je voulais y répondre justement, mais vas-y. Ah, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je voulais répondre à la question de Yoni qui était comment tu capitalises sur les échecs du produit et tu les ressuscites en quelque sorte si possible. Il y a plusieurs réponses là-dessus. Il y a un premier truc qui est
faut pas ressusciter pour ressusciter. Dans le product management, on adore les biais cognitifs et on les analyse, etc. Un des biais hyper structurants, c'est le biais d'engagement, c'est-à-dire j'ai investi, donc je continue à investir. Ça, c'est complètement mauvais, donc il faut savoir se dire d'arrêter. Et donc du coup, il ne faut pas ressusciter pour ressusciter. Et du coup, pour apprendre, nous, on fait généralement ce qu'on appelle des post-mortem. Donc, du coup, ça porte bien son nom, donc c'est après la mort. Et du coup, tu t'en tires justement qu'est-ce que tu as fait, quelles sont les leçons à en tirer, quelles sont les bonnes choses. À la tech, chez nous, du coup, dans le département R&D, ils font ce qu'on appelle des RFO. C'est un peu le même genre. On va décrire le truc et on va regarder quelles sont les leçons à en tirer. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment de capitaliser sur tes erreurs, de les écrire et puis de te dire, ok, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas. De créer une to-do à partir de don't, un peu ce qu'on fait pendant ce Maestrix. Et ben, let's go pour le 8e. Le 8e écueil. Et le dernier, du coup, le dernier écueil, c'est ne pas mettre son produit au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et là, c'est valable pour des petites, moyennes ou grosses structures. C'est que c'est vraiment la stratégie de produit, elle doit être au cœur du plan strat et elle doit avoir un sponsor fort. Ce qui veut dire très concrètement que dans un grand groupe, c'est faire en sorte que, idéalement, alors ça ne va pas forcément être un CPO, mais peut-être un Chief Digital Officer qui a la fonction produit soit au COMEX. Dans une plus petite structure, même chose, c'est que le CPO, celui qui porte le produit, il soit dans l'équivalent du COMEX, quoi. C'est vraiment super important. Oui. Et on voit en plus que mettre le produit au cœur de ton entreprise, c'est vraiment un truc capital. Aux États-Unis, donc là où c'est né, on ne va pas se mentir, si on va dans la Silicon Valley, si tu veux qu'un VC investisse dans ta société, si tu veux lever quelques millions, quelques centaines de milliers d'euros au choix, ils vont te demander qui est ton CPO, et bon, déjà, est-ce que tu en as un, et qui est ton CPO, d'où il vient, est-ce qu'il a fait. Donc, c'est assez drôle de voir que l'une des préoccupations premières des VC, bon, au-delà de ta vision, etc., qui est hyper importante, bien sûr, et de ta capacité à innover, c'est quoi ton équipe dirigeante, comment elle est structurée, et est-ce que tu as un CPO qui va admettre ton produit à son plus haut niveau. Donc, tu vois bien que si tu ne le mets pas au centre du cœur quand tu es une boîte, particulièrement des boîtes qui créent des logiciels, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des gros problèmes, quoi. Ok, génial. Écoutez, on a fait nos 8 écueils. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas à les mettre. Et là, si ça vous va, on prend une petite minute carrière, parce qu'on aime bien faire ça pendant les Maestrix, savoir un peu si les experts dans vos entreprises vous recrutez actuellement. Première question. Du coup, est-ce que vous recrutez chez Splio et Commit? Vas-y, Mélanie, je t'en prie. Alors, pas à très court terme, mais à moyen terme, oui. Et du coup, est-ce que j'enchaîne avec le reste? Oui, c'est tes tips, ouais. C'est ça? Ouais, sur les tips. Du coup, je vais laisser Nicolas répondre sur le côté plus, étude de cas. Mais moi, ce que je regarde beaucoup pour un profil produit, c'est le côté soft skills, parce que je pense que c'est effectivement fondamental dans ce poste, encore plus qu'ailleurs. Et du coup, ce que je vais essayer d'appréhender, c'est si la personne, est empathique. Je pense que c'est fondamental dans ce poste. Si elle est également adaptable, ouverte d'esprit, et puis également si elle est curieuse. Pour moi, c'est vraiment les 4 soft skills clés pour le product manager. Donc, c'est empathique, adaptable, ouvert d'esprit et curieux. Et ça, c'est un peu un challenge de réussir à bien les évaluer pendant le processus d'entretien. Il se découpe comment votre processus chez Commit? S'il y en a un peu... Alors, comme on est une vraiment très petite structure, il ne se découpe pas en beaucoup d'étapes. Ok. Si c'est simple, en premier, du coup, comme je suis CPO, je vais rencontrer la personne, mais je vais vraiment faire en sorte qu'elle voit également le CTO, le CEO, le directeur marketing, parce que ça m'intéresse d'avoir un regard croisé, notamment sur ces aspects personnalité et soft skills. Ok.
Ah oui, mais d'ailleurs, on a rencontré Samuel Métias lors d'un Maestrix qui est le fondateur de Commit. Et effectivement, il avait dit pendant la partie carrière qu'il souhaitait rencontrer tous les candidats Mm. lors du processus. Ça arrive souvent Et en ça m'a- startup, hein, Oui, 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 systématiquement souvent quand ça. c'est des petites équipes, oui. Les gens ont envie de voir les gens qui vont être clés dans leur entreprise. Et du coup, souvent, Mm. c'est ça. Et alors, vas-y, du coup, dis-nous chez Splio. Ah, chez Splio, bah, moi, du coup, je recrute. Tout va bien. On est plutôt en grosse expansion, du coup on recrute. Donc, c'est pour ça que je connais bien Charlotte, tu vois. Oui. Donc on recrute au moins deux, trois profils dans les prochains 6 mois. Donc ouais, on a pas mal industrialisé ce process de recrutement et on le travaille beaucoup avec l'autre head of product de Splio. Si je te le fais en cours, bah alors je mets de côté le côté soft skills parce que Mélanie, elle l'a très bien décrit. Et puis, bon, bah, on recherche les mêmes choses. Je pense que tous ceux qui recherchent des bons product managers, ils vont rechercher ça. Donc là-dessus, je suis 100% d'accord. Et maintenant, si je fais plutôt le côté un peu process de ce qu'on fait, nous, on a un premier entretien qui est avec moi, enfin avec le head of product, on va le dire, et qui est plutôt apprenons à se connaître et regardons si tu as la culture produit. Donc ça se détecte hyper facilement dans des discussions ou deux, trois questions sur décompose-moi d'une action à une autre action. Il faut faire quelque chose, décompose-moi comment tu vas réfléchir à ton schéma mental. Tu regardes s'il s'appuie sur de la data pour te répondre, s'il va essayer de ne pas te donner la solution directement. Enfin, tu vois, il y a plein de petits tips comme ça qui font que tu vois s'il a cette culture. Et après, le deuxième est un peu plus structuré puisque c'est une étude de cas. Et dans cette étude de cas, on va chercher à recréer l'atmosphère d'un discovery. Et donc, du coup, on va lui donner un problème utilisateur à répondre et à résoudre, pardon. Et du coup, on va regarder comment là où le candidat va va te répondre, est-ce que ça va être directement la solution qu'il ou elle a en tête, ou est-ce qu'ils ils vont te dire, ah bah justement, alors moi j'aimerais bien me poser cette question, puis j'aurais posé telle hypothèse, et je l'aurais creusé comme ça, etc., etc., etc. Donc du coup, voilà. Et on a deux, trois questions fétiches, et comme j'avais dit pour la préparation, je ne vais pas les dévoiler. Mais Vous on les en a découvrez si vous bien postulez chez sympa. Splio. Voilà. Donc on évalue ça et puis on évalue. On a deux trois questions sur de la tech aussi. On lui dit fais-nous une petite query en base de données. Donc ça c'est marrant à faire aussi, ce genre de choses. Ok, trop bien. Le teasing, comme dit Céline, exactement. J'avais posté dans les sondages pour se rendre compte un petit peu si vous étiez plutôt si les participants vous étiez plutôt dans des startups, scale-up ou grands groupes. On a très majoritairement des startups, c'est quasiment, enfin c'est plus que la majorité, mais on a quelques personnes en grand groupe. Je vous partage un contenu de ce pas dans le chat. C'est le product management en grand groupe, un Maestrix qu'on a fait avec Cyril Dayan, qui est à la tête du centre agile de Accor, qui peut donner pas mal de pistes aux personnes du coup qui travaillent sur la culture produit en grand groupe. Et je vais aussi vous mettre dans le chat, parce que je me rends compte maintenant que j'ai oublié de le faire au début, le lien vers nos prochains rendez-vous, donc le lien vers les prochains meet-up, le lien vers les replays sur YouTube si vous voulez aller voir les autres contenus. Mais en tout cas, je vous enverrai le replay de ce webinaire-là dans un petit email de récap. Et aussi, je rajouterai toutes les ressources qu'on a partagées parce qu'il y en a eu beaucoup. Et s'il reste pas de questions, est-ce que la page Meetup ne semble pas fonctionner? Ce n'est pas normal. Bon, je vais vous renvoyer un truc après. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on se rende compte un petit peu, donner une note à ce Maestrix de 0 à 5. 5, c'est que vous avez des 8 écueils, vous avez tiré 8 learnings activables et vous sentez vraiment que ça a été une heure utile. Et 0, c'est que vous comprenez pas de quoi on parle depuis 59 minutes ou que c'était pas utile pour vous. Dites-nous un petit peu pour qu'on puisse se rendre compte. 8 sur 5. Merci Malika. Ok, bon top, ça a l'air d'avoir été plutôt utile. Je vois quelques 3, si vous voulez nous dire un petit peu ce qui vous a manqué et ce que vous auriez aimé pousser, surtout n'hésitez pas. Ok. Ok, top. Bon, bah, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça a été un très bon travail d'équipe. Nicolas et Mélanie, bravo à vous deux. C'était top. Et merci beaucoup. Si Meetup, ah bah merci beaucoup Eric. T'as remis le lien Meetup.
Super. Ok, donc comme je vous disais, je vous envoie un peu tous les éléments qu'on s'est partagés cet après-midi. Et merci beaucoup Nicolas et Mélanie d'avoir pris ce temps et d'avoir partagé toutes ces choses activables, tous ces leviers à mettre en place grâce à un peu votre vision, votre expérience que vous avez pu accumuler. Parce qu'au début, quand on est plutôt junior, c'est un peu compliqué d'avoir voilà ce recul pour voir tous ces biais dans lesquels, tous ces écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Du coup, merci beaucoup. Et merci à tous les participants, toutes les personnes qui se sont connectées. Et je vous souhaite à tous une très bonne